déjà, grosse alerte, la programmation fonctionnelle, est-ce que c'est un langage, est-ce que c'est un framework? Pas du tout, c'est pas du tout un langage, c'est pas du tout un framework de programmation, c'est plutôt une façon d'aborder la programmation. C'est un paradigme donc de programmation. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi la programmation fonctionnelle? La programmation fonctionnelle, donc c'est une façon de voir la programmation qui est assez à la mode en ce moment. Pour une principale raison, c'est que les architectures de code qu'on a, elles sont de plus en plus complexes. Les codes informatiques doivent gérer des back-end, des front-end, différentes couches de bases de données, beaucoup de microservices à la fois, et du coup on met en place des architectures de code qui sont complexes et qui sont très difficiles à maintenir. Donc maintenir l'architecture, ça passe par de la bonne documentation, donc c'est pas toujours facile. Ça passe par un bon onboarding des gens qui rejoignent l'équipe et qui doivent adopter l'architecture mise en place. Ça passe par des code reviews rigoureux. Et donc, maintenir l'architecture, c'est pas quelque chose qui est simple. Le risque qu'on a, c'est que l'architecture de base soit au fil du temps altérée, parce que les gens qui l'ont mis en place sont partis, parce que les personnes arrivées n'ont pas été peut-être onboardées correctement, parce que les code reviews sont de moins en moins rigoureux, et du coup, l'architecture n'est plus vraiment respectée, et petit à petit, une taille technique va se créer, les développeurs vont chacun un petit peu faire les choses à leur manière, et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Du coup, l'idée de la programmation fonctionnelle, c'est tout simplement la simplicité, et c'est qu'au lieu d'avoir une architecture qui soit un peu un équilibre instable, comme on avait vu, de par sa complexité, on est sur des concepts beaucoup plus simples qui vont faire qu'en fait, sortir de l'architecture qu'on met en place va être tout simplement difficile, et en tout cas, l'architecture, de par sa simplicité, va être plus simple, plus stable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire simplicité? Ça veut dire un code découpé en petites briques, ça veut dire un code concis, un code expressif, un code plus facile à prendre en main pour les nouvelles personnes qui rejoignent les projets, un code qui va être facilement testable, un code qui va être de mieux gérer les bugs, avoir moins, et le côté testable va grandement faciliter le debugging. Et enfin, on va pouvoir faire du concurrentiel, du parallélisme. Ça, on verra un peu plus tard dans le détail à quoi ça consiste. Donc ça, c'est pour les objectifs. Maintenant, les concepts de base. Le premier concept de base de la programmation fonctionnelle, donc, c'est les fonctions. On va travailler avec des fonctions qu'on veut le plus prédictibles possible, ce qui va les rendre facilement testables. On veut être capable de prédire à 100% ce qu'une fonction renvoie à partir seulement de ses paramètres. Concrètement, ça veut dire qu'on va éviter absolument d'introduire des éléments extérieurs dans nos fonctions. Donc par exemple une connexion à une base de données ou l'horloge interne, donc dans la valeur, bien sûr, variée au cours du temps. On va absolument éviter tout ça. On va du coup très bien segmenter ce qu'on va appeler l'environnement fonctionnel, qui va du coup comprendre toutes nos fonctions. On verra plus tard qu'on parle de fonctions pures en programmation fonctionnelle. On verra plus tard un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et on va laisser de côté un petit peu tout ce qui ne rentre pas là-dedans. Du coup, les connexions base de données par exemple, on va les mettre un peu de côté, on va appeler ça les règles métiers. Et l'objectif, c'est que le maximum de code va aller là-dedans, dans nos fonctions prédictibles et à 100% et testables à 100%, et le minimum de choses va être laissé de côté dans les règles métiers. Et nos règles métiers, en fait, elles vont appeler nos fonctions, appeler nos fonctions et gérer tout ce qui est éléments extérieurs. Deuxième concept très important en programmation fonctionnelle, c'est l'immutabilité. Donc, on veut absolument éviter de travailler avec des fonctions qui modifient toutes la même variable. Si on prend cette image, on aurait ici un peu une variable, les cuisiniers ce seraient des fonctions, et toutes les fonctions modifient la même variable. C'est un peu le bazar, et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc on va travailler avec des copies immuables, et ça va éviter des changements accidentels, ça va rendre encore la chose prédictible, facile à maintenir, et surtout on va pouvoir avoir
différents threads qui appliquent les mêmes fonctions en même temps, donc faire des calculs parallèles, sans qu'il y ait de risque que ces différents threads se court-circuitent et qu'on ait des effets indésirables. Et enfin, donc le plus important, on va vous expliquer ce que c'est qu'une fonction pure. Donc en programmation fonctionnelle, on veut que la fonction soit pure. Une fonction pure, elle est définie par plusieurs qualités. La première, une fonction pure, c'est une fonction totale. Qu'est-ce que ça veut dire, une fonction totale? Une fonction totale, c'est une fonction qui est définie sur toutes les valeurs possibles des paramètres. Donc concrètement, là on a pris une fonction qui divise un dividende par un diviseur, que ce soit le dividende ou le diviseur, ce sont des réels, et donc les valeurs possibles pour ces paramètres, c'est n'importe quel réel entre moins l'infini et plus l'infini. Le problème, c'est que cette fonction telle qu'elle est définie ici, elle n'est pas pure. Pourquoi? Parce qu'en fait, son ensemble de définition, c'est pas moins l'infini plus l'infini. Pour le diviseur, ça va être moins l'infini, 0 exclu, plus l'infini, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, en fait, cette fonction, de par ce fait, n'est pas totale. Comment on va gérer ça? On va utiliser des types qui encapsulent d'autres types. Donc là, par exemple, c'est le type either. Donc en gros, c'est soit quelque chose, soit quelque chose. Là, c'est either string float. Donc float, c'est le réel de tout à l'heure, donc le total de la division. Et string, donc ce qu'il y a à gauche, va gérer en fait l'exception. Donc le cas où le diviseur est égal à 0, et dans ce cas-là, on va renvoyer une chaîne de caractères qu'on peut, par exemple, écrire nous-mêmes. Et donc ce qui est important, c'est que là, cette fonction, elle est testable sur l'ensemble du domaine de définition. Ça veut dire, par exemple, écrire un cas de test où quelqu'un a rentré un diviseur par 0. Elle est prédictible à 100%. On sait dans le cas où on a rentré 0, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la fonction va sortir. Et donc là, on a vraiment une fonction qui est totale. Maintenant, je vais laisser pour. Et donc, une deuxième propriété des fonctions pures, c'est que la fonction doit être déterministe. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction déterministe? C'est une fonction qui nous donne toujours le même résultat pour le même input. Donc, si par exemple on prend la fonction somme, on veut sommer A plus B, ça va toujours nous donner le même résultat si on fait 1 plus 1, quel que soit le contexte dans lequel cette fonction va se trouver, elle va nous donner le même résultat. Et ici, nous avons un exemple d'une fonction qui n'est pas déterministe, parce que cette fonction à l'intérieur, elle dépend du timestamp. Donc, elle va prendre comme seul input un timestamp qu'on va définir, mais le deuxième timestamp, c'est elle va prendre la valeur actuelle, le now. Et si on fait la différence, donc cette différence va toujours changer parce que le timestamp va tout le temps changer. Si on veut la rendre déterministe, ce qu'on doit faire, c'est que le deuxième, le time2, on doit le prendre comme input. Et comme ça, en fait, si on définit notre timestamp now en dehors de la fonction et on fait appel à cette fonction, elle va toujours nous donner le même résultat. La troisième propriété, c'est que cette fonction ne doit pas produire d'effet de bord. Qu'est-ce que ça veut dire? L'effet de bord, c'est que la fonction ne doit pas changer un état qui est externe à elle-même. Donc, elle doit juste agir sur son propre état. Dans ce cas-là, on voit une variable globale qui est égale à 10, et à l'intérieur de cette fonction, cette variable globale, elle va être changée, et dans ce cas-là, la fonction a produit un effet de bord, et les effets de bord, on peut trouver d'autres, comme faire appel à une base de données, changer un fichier, ou tout simplement afficher un message sur la console. Un autre concept, c'est les fonctions d'ordre supérieur. Donc les fonctions d'ordre supérieur sont super importantes dans la programmation fonctionnelle, car c'est ce qui va nous permettre un peu de combiner nos petits blocs afin de construire notre programme. Donc ces fonctions-là, elles prennent en input, elles peuvent prendre soit une fonction, soit une valeur, et elles peuvent aussi vous renvoyer une fonction ou une valeur.
Et nous avons comme, à titre d'exemple, les fonctions map, flatmap, reduce, que je pense que tout le monde a déjà utilisé sans savoir que c'était une fonction d'ordre supérieur. Et ici, nous avons un exemple pour montrer un peu comment on chaîne ou on fait le mapping entre ces fonctions-là. Ici, on a une liste avec des chaînes de caractères. On a une fonction, donc ici, qui va utiliser, qui va prendre en input une liste de chaînes de caractères et va juste convertir les valeurs qui sont à l'intérieur de cette liste en entier. Et là, une fonction qui va juste multiplier un entier par 10. Et on peut chaîner tout ça grâce au map qu'on voit ici. Donc, on fait appel à notre fonction qui convertit notre liste de chaînes de caractères. Elle va donc nous donner en output une liste d'entiers. Et cette même liste d'entiers, on va lui appliquer grâce au map la fonction qui va multiplier les valeurs par 10 pour nous donner enfin le résultat d'une liste de tous les valeurs multipliées par 10. Un autre concept qui est un peu abstrait, mais on va essayer de le simplifier. Donc, il y a les functors. Les functors, c'est une structure de données sur laquelle on peut appliquer une fonction map. Une fonction map, c'est pas juste une fonction qui s'appelle map, mais c'est toutes les fonctions qui peuvent faire du mapping. Et donc, cette fonction doit pouvoir faire ça dans un contexte bien défini. Ici, on a juste un exemple d'une simple fonction qui fait plus 3 pour une valeur donnée. Donc, ça nous donne directement 5. Mais si on met notre valeur dans un contexte et on essaie d'appliquer cette fonction-là, ben, on va pas pouvoir parce que notre fonction ne peut pas accéder à la valeur qui est à l'intérieur de ce contexte qui est représenté ici par la boîte. Et donc, c'est là où les functors vont nous permettre un peu de sortir cette valeur-là de son contexte et d'appliquer la fonction et après remettre ça dans un autre contexte. Un exemple qui va peut-être vous parler, c'est les tableaux ou les listes. Ben, ce sont tous des functors parce que c'est des types sur lesquels on peut appliquer une fonction de mapping. Donc ici, nous avons un tableau où le contexte qui est représenté ici. On va sortir chaque valeur de son contexte, lui appliquer la fonction et après remettre ça dans un contexte. Donc, on obtiendra un tableau de même taille qu'on avait en input. Et pour terminer, donc, dès le début, nous avons parlé d'effets de bord et que dans la programmation fonctionnelle, il ne faut pas qu'il y ait d'effets de bord. Mais dans la vie réelle, en fait, généralement, nous avons toujours besoin d'effets de bord. On doit communiquer avec des bases de données écrites dans des fichiers. Et comment faire ceci? C'est que dans la programmation fonctionnelle, on va laisser ça en dernier. Donc, on doit gérer l'instant où on va faire appel ou évaluer nos effets de bord. Si je vous donne ici un exemple, en Scala par exemple, nous avons une fonction qui va juste faire un print sur la console. Si on applique cette fonction, ben, notre print va directement s'afficher. Donc, notre fonction a été directement évaluée. Or que dans la programmation fonctionnelle, on ne veut pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'encapsuler l'output dans un objet, ici, qui est un objet IO. Donc cet objet-là, en fait, va nous permettre d'exécuter ou d'évaluer notre fonction au moment où on veut, parce que ici, si on fait appel à la fonction, elle va nous sortir un résultat qui est juste une référence vers l'objet, mais la fonction n'a pas été évaluée. Si on veut vraiment l'évaluer, ben, on doit lui ajouter un self-run. Et c'est là où vraiment notre fonction est exécutée. Et ça, c'est très puissant parce que ça va nous permettre, au fait, de laisser nos effets de bord
jusqu'au dernier moment et les exécuter juste au moment où on en a besoin. Et donc, en dernier, pour vous donner un exemple un peu générique, ici nous avons une fonction qui ne prend rien en input et qui va nous retourner juste une chaîne de caractères. Donc elle va lire de la console. Nous avons une fonction qui va prendre un nom de fichier et qui nous renvoie le fichier, et une fonction qui va lire une chaîne de caractères et nous afficher ça. Et ce qu'on remarque, ce qui est commun entre ces trois fonctions, c'est que le output est toujours encapsulé dans cette petite bulle verte. Et ça, c'est très puissant parce que c'est comme ça qu'on gère les effets de bord dans la programmation fonctionnelle. En fait, c'est ce qui va nous permettre de garder les effets de bord isolés de notre environnement. Et si on veut exécuter ça, en fait, en dernier, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va mapper ces fonctions-là et on va sortir ces valeurs de leur encapsulation juste au moment voulu. Et après, on remet toujours notre output on encapsule toujours dans un type IO qu'on a vu avant. Et si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris un peu le principe des monades sans le savoir. Et merci.